je vais vous proposer un sommaire tout à fait classique. On va balayer, il y a beaucoup de diapos, mais j'irai quand même relativement vite, je vais insister juste sur quelques diapos. On va balayer la situation dans le monde, en Europe, en France et dans la Caraïbe, puisque vous savez que nous sommes tous liés, en fait, par le fait que nous partageons la même planète et qu'aujourd'hui, rien ne peut se passer dans un coin du monde sans que ça n'ait une répercussion sur un autre. Donc nous allons parler de cette situation, de cette économie mondiale, européenne, française et caribéenne. Et puis on va ensuite beaucoup insister sur la situation de la Martinique à travers deux aspects. D'abord l'aspect bilan. Alors on va faire un balayage 2011-2014 pour avoir vraiment une idée de la dynamique de l'économie dans laquelle nous sommes. Et puis on parlera des premières tendances. C'est là qu'on reviendra sur la question de vivre sans croissance. Et puis parce que, mais là c'est mon côté un peu provoque, parce que dans un passé pas très éloigné, il y a eu des comparaisons qui ont été faites, comparaisons que je ne supporte pas personnellement, entre ce qui se fait en Martinique et puis ce qui se fait ailleurs, et en particulier en Guadeloupe, avec l'idée de se dire ici c'est mieux ou ici c'est moins bien. Je pense que de temps en temps il faut remettre les pendules à l'heure. Donc je vais me faire un plaisir de remettre les pendules à l'heure sur la question de la comparaison entre les trois départements-régions que sont la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Mais pour les habitués, vous savez que malheureusement, c'est comme le serpent de mer, ça revient tout le temps. Et qu'au moins une fois chaque année, je suis obligé de le faire. Donc cette année, vous n'allez pas y échapper. Bien, l'économie mondiale. Ce qui la caractérise, c'est, si on prend comme indicateur le PIB, indicateur traditionnel, pas forcément le meilleur aux yeux de certains, mais c'est celui qui est le plus utilisé. Ce qui caractérise l'économie mondiale, c'est que malgré la crise de 2009, vous voyez, on n'était pas tout seul en 2009, malgré la crise de 2009, le rythme de croissance de l'économie mondiale a toujours été très élevé et pendant très longtemps, il a dépassé la barre des 4%. Et depuis 2009, on oscille à des valeurs de croissance de PIB annuel qui tournent entre 3 et 3,3%. Rapporter ça à ce que l'on connaît en Europe, et plus encore dans la Caraïbe, et encore plus à la Martinique, c'est considérable. Bon. Cela étant dit, il ne faut pas s'arrêter simplement à la valeur, il faut voir la tendance. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que nous sommes sur une tendance qui est totalement décroissante. Et ça, c'est une des caractéristiques que la plupart des pays, la quasi-totalité des pays, à l'exception peut-être de quelques tigres asiatiques, c'est une situation que tous les pays connaissent. Alors certains s'en sortent mieux que d'autres, mais tout le monde est sur une phase, sur un trend de croissance qui tend doucement pour certains, rapidement pour d'autres, vers le zéro. Pourtant, quand on regarde la production industrielle mondiale, elle n'arrête pas d'augmenter. C'est qu'il y a un problème quelque part. La production de pétrole brut n'arrête pas non plus d'augmenter. Alors ça, c'est vraiment le gros piège, parce qu'en fait, dans cette production de pétrole brut, il y a deux clients qui tirent la demande vers le haut. La Chine et les États-Unis. C'est eux qui font qu'il y ait cette demande qui soit aussi forte. Et donc, cette demande de pétrole brut, associée au développement de pays comme l'Inde, comme la Chine, va tirer la production mondiale vers le haut, mais ça va masquer aussi un certain nombre de réalités qui sont beaucoup plus dramatiques pour d'autres pays. D'accord ? Donc les indicateurs comme le PIB ou autres, c'est très bien quand on sait ce qu'il y a derrière. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Ici, vous avez l'inflation, les variations sur un an, en gros, c'est-à-dire les taux de variation de l'inflation mondiale. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la bataille fait tellement rage entre les différents pays producteurs que la variable d'ajustement, c'est devenu la monnaie. Alors pendant très longtemps, la variable d'ajustement, ça a été le prix de la main-d'œuvre. C'est toujours le prix de la main-d'œuvre, mais comme il y a une tendance à l'égalisation, vous vous rendez compte que pour la première fois depuis des siècles, les ouvriers chinois se sont mis en grève pour réclamer des augmentations de salaire. C'est un véritable scandale. Qui aurait pu penser des choses pareilles? Donc, quel que soit le pays où on se trouve dans le monde, la rémunération du travail, au moins nominale, même si réelle, ce n'est pas exactement la même chose, mais la rémunération nominale du travail est tirée vers le haut. Donc, pour compenser ça,
on tape sur les monnaies. Autre élément que je voulais vous montrer également, les balances commerciales. Alors, les balances commerciales, évidemment, oscillent dans des sens qui sont différents selon les zones où on se trouve, mais là encore, avoir une balance commerciale qui augmente avec une monnaie dont la valeur, même si la valeur nominale reste forte, la valeur réelle diminue, je veux dire que ça n'arrange pas forcément votre situation. Alors, ça, c'était les tendances dans le monde. Je ne vais pas trop insister là-dessus. On va passer à l'Europe. Et on va reprendre le même indicateur qui est l'indicateur du PIB. Alors, vous ne voyez pas forcément les échelles, mais là, on est dans des courbes qui sont similaires, avec quand même un écart de 1 à 2% par rapport à l'économie mondiale. Avec une particularité, c'est que les variations sont beaucoup plus violentes, d'une part, et que depuis approximativement 2 ans, on est sur un plateau. Donc il y a quelques pays en Europe, en fait il y en a surtout un qui compte, c'est l'Allemagne, dont la croissance a un peu redémarré pour l'instant, mais comme ils ont inventé un SMIC qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à maintenant, ils ne peuvent plus payer les gens à 1 euro de l'heure. Maintenant c'est 8 euros et des poussières. Ça crée un certain nombre de problèmes. Et comme la puissance allemande repose sur 2 choses. La première, c'est que les principaux clients de l'Allemagne, ce sont ses voisins européens. C'est-à-dire que l'Allemagne s'enrichit en appauvrissant ses voisins, dont la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la doctrine de Mme Merkel, c'est une orthodoxie budgétaire absolument infaillible. Oui, pour le budget fédéral. Mais les budgets des Länder sont dans des situations absolument hallucinantes. Certains Länder ont des taux d'endettement qui dépassent les 170%. Donc, tôt ou tard, on sera en Allemagne dans une situation où le système va s'effondrer de l'intérieur. Et Mme Merkel commence à être très sérieusement critiquée pour son attitude, notamment vis-à-vis des pays européens du Sud, l'Espagne, le Portugal, ne parlons même pas de la Grèce, parce qu'à l'intérieur et dans sa propre majorité, les gens commencent à se dire, si elle fait ça pour les Grecs, qu'est-ce qu'elle fera pour nous à l'intérieur? Mais c'est une Allemande de l'Est, hein, donc elle ne raisonne pas tout à fait comme les Allemands ex de l'Ouest. D'accord? Donc on voit bien qu'en Allemagne, on a un taux de croissance qui est complètement atone, mais qui est tiré par l'Allemagne. Si on enlève en fait l'économie allemande, ça descend. Et on le verra pour la France. Autre élément, vous avez vu à quel point la production industrielle mondiale montait. Regardez la production industrielle européenne. Elle diminue. Ce qui n'est pas non plus le signe d'une économie qui se porte si bien qu'on voudrait le dire. Les taux de change. Alors vous allez me parler les taux de change, on est en euros. Ben non. Là, on parle du change effectif, c'est-à-dire la valeur réelle à laquelle s'échangent les biens. Même si tout est en euros, 1 euro allemand ne vaut pas autant qu'un euro français et encore moins qu'un euro italien. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Les ventes au détail. Pour qu'une économie puisse fonctionner, elle a besoin de marcher sur 2 jambes. Sa demande intérieure, ce sont les ventes au détail. Et puis, sa demande extérieure, ce sont les exportations. On verra les exportations tout à l'heure. Mais à l'intérieur, il y a des soucis. Là, bien sûr, on a globalisé sur l'ensemble des pays de la zone euro. La situation est un petit peu différente, pays par pays. Mais la belle zone euro, qui représentait une puissance économique presque aussi impressionnante que celle des États-Unis, est en train, en fait, de s'effriter. Et le problème, c'est qu'elle s'effrite de l'intérieur. Ce ne sont pas ses performances extérieures qui lui posent problème. C'est la situation des principaux pays qui la composent. En Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, partout. Alors, on va passer sur le commerce extérieur. On critique la France avec son taux de chômage qui augmente régulièrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde le taux de chômage harmonisé en Europe, là encore, on parle pour un groupe de pays. Ça se fait à un prix qui est extrêmement élevé. Ça se fait, en fait, en rognant sur la main-d'œuvre, sur le coût de la main-d'œuvre. Il y a, depuis le 1er janvier, les Allemands, ils ont un SMIC, mais
même si le SMIC existe réellement, il n'est pas encore véritablement en place. Il faut quand même savoir qu'il y a des travailleurs allemands dont le revenu mensuel, c'est 300 €. À ce prix-là, on peut ne pas rester au chômage. Vous imaginez ce que serait le SMIC en Martinique à 300 €? Ça fait rire personne. Hein? Regardez le coût horaire de la main-d'œuvre en Europe. Voilà une zone développée. On vous paye de moins en moins. Et c'est ça qui va expliquer, en fait, que l'Europe soit encore une puissance à l'exportation. Mais ça ne peut pas durer éternellement. La preuve, c'est que de temps en temps, vous avez une variation erratique où ça remonte. Comme les salaires baissent, que les coûts à la production, ils sont ce qu'ils sont, il faut vendre. La compétition sur les prix qui se faisait avec les marchés extérieurs se fait maintenant à l'intérieur de l'Europe, entre les différents pays, sur les questions de prix, des prix à la consommation. On court tout droit vers la déflation. La déflation, c'est une catastrophe pour une économie. Il faut faire très attention à ça. Il y a pas, rappelez-vous 2009, où tout le monde parlait de l'augmentation des prix et tout. Tout le monde voulait lutter contre l'augmentation des prix. Bon, c'est une chose. Je ne dis pas qu'il faut une inflation à 2 points, comme à l'époque de Giscard. Ce n'est pas ça le problème. Sauf que quand vous passez en dessous de la barre de zéro, les économistes qui sont ici, et notamment mon professeur d'économie du lycée, Fernand, savent très bien que là, vous n'avez aucune chance de rentabiliser un investissement, quel qu'il soit. Donc ça veut dire que les entreprises n'investissent plus. Parce que vous produisez aujourd'hui un bien dont la seule chose pour laquelle vous puissiez être sûr, c'est que le prix où vous le payez, où vous le sortez, vous ne pourrez pas le vendre. Le prix du marché est déjà plus bas. Le résultat des courses, c'est que vous produisez moins, vous employez moins, etc. Et c'est la spirale. On va passer à l'économie française. Le problème du PIB français. Alors, on a vu que le PIB mondial était... C'est bon pour le... D'accord. On a vu que le PIB mondial, il était à peu près croissant aux environs de 3% par an, que le PIB européen, il plafonnait à peu près à 2%. Le PIB français, lui, le zéro, c'est là. Et même si le président de la République voit la croissance à l'horizon, il est bien seul. Malheureusement. D'accord ? Donc, on a un vrai problème sur la production française. La production industrielle, alors je me trompe à chaque fois, voilà. La production industrielle, regardez ce qu'elle fait, elle diminue. Elle a chuté très violemment ici, en 2009. Dans tous les autres pays, il y a eu un rebond en 2010 qui a fait que la production est revenue à peu près au niveau où elle se trouvait. Même si après, ça a diminué de façon tendancielle. En France, la production industrielle n'a jamais retrouvé son niveau d'avant 2009. Et si on regarde les taux d'utilisation des capacités de production, la moyenne est ici. Et pratiquement, alors là, ça remonte à avant 2009, pratiquement depuis 2007, le système productif français est systématiquement sous-utilisé. Et il est de moins en moins. Alors, on va passer sur le taux de change, sur le commerce extérieur. Que ce soit pour les exportations ou pour les importations, la France, elle n'arrive plus à vendre. Alors, peut-être que 24 rafales, ça va changer les choses, mais quand on regarde en fait les tendances, c'est pas bon. Et évidemment, ça donne ça pour les comptes extérieurs. La balance commerciale, là encore, elle est largement en dessous de zéro. Donc ça veut dire que pratiquement chaque fois que l'économie française vend 1 euro, elle perd 30 centimes. On en est là aujourd'hui. On va avancer. Les véhicules utilitaires, c'est un excellent indicateur de l'activité des entreprises. Là encore,
on est en décroissance forte et très largement en dessous des moyennes de long terme. Le nombre de logements, c'est pareil. La consommation de ciment, c'est pareil. La consommation des ménages en produits manufacturés, globalement, depuis 3-4 ans, ça ne bouge pas. Les véhicules particuliers et l'emploi. Alors, je vais en profiter pour tordre le cou à une chose. Vous avez remarqué qu'en Martinique, notamment, quand la presse diffuse les statistiques sur l'emploi, ils vous parlent d'emploi marchand. Alors, pour résumer, c'est un résumé très rapide. L'emploi marchand, c'est l'emploi industriel. La Martinique n'a jamais été un pays d'industrie. En tout cas, pas dans son économie moderne. Donc, qu'il n'y ait pas beaucoup d'emplois industriels en Martinique et que cet emploi industriel diminue, je veux dire, c'est presque une lapalissade. Et je suis très content, en fait, de ce graphique. Alors, c'est notre partenaire, hein, c'est Orexecode qui nous les a fournis. Parce que vous voyez, d'une part, ici, le secteur privé, l'ensemble du secteur privé. Il y a deux échelles, hein, une ici et une là. L'ensemble du secteur privé, il est là. Et ce que la presse ici appelle l'emploi marchand, il est là, ici. Donc, ce n'est pas une maladie honteuse pour la Martinique que son emploi marchand soit inférieur à son emploi total. Il n'y a pas de journaliste? Non? C'est dommage. L'emploi salarié maintenant, toutes catégories confondues. Vous avez l'industrie hors construction ici, vous voyez comment ça évolue, et le reste du secteur privé non agricole. Parce qu'en France, on ne mélange pas les agriculteurs et le secteur privé, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'odeur des vaches. Mais l'un comme l'autre sont passés en variation au-dessous de zéro. Alors là où je suis content, et on le verra tout à l'heure, c'est qu'en France, l'emploi se casse la figure. Au cours du dernier trimestre de l'année 2014, savez-vous combien d'emplois ont été détruits en France? D'emplois salariés, non agricoles. 15 000. 15 000 emplois ont disparu en France en l'espace d'un trimestre. Et les seules zones où l'emploi sur le territoire français augmente, alors il y a 5 régions, il y a Champagne-Ardenne, et puis il y en a une autre, et puis il y a la Martinique, il y a la Guadeloupe, et il y a la Guyane. Mais ça, il ne faut pas le dire trop fort, hein. C'est les chiffres de l'INSEP. Le taux de chômage, par contre, il augmente. Et il ne faut pas se leurrer sur le fait qu'ici, on a un plateau. À partir d'une certaine durée du chômage, les gens n'y cherchent plus. Donc, comme on est avec ce que les grands économistes appellent le ballot du chômage, on est à presque 6 millions de chômeurs en France. Ça fait quand même beaucoup. Les demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi, eux, ça augmente. On le verra également pour la Martinique. Il y a une différence avec nous, c'est-à-dire que nous, ça diminuait jusqu'au 31 décembre. Vous aurez observé que nous n'avons fait aucune communication sur les chiffres du chômage, enfin des demandeurs d'emploi, pour le mois de janvier. Tout le monde a dit que ça diminuait en Martinique. C'est faux. Ça a recommencé à augmenter. Mais je vous expliquerai pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a deux chiffres qui sont bons tous les deux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le même usage. Mais contrairement à ce qu'on dit, nous, on est sur une inversion et le chômage repart à la hausse pour nous. Les offres d'emploi dans l'intérim, les prix à la consommation, les salaires, les taux de salaire horaire des ouvriers. Vous voyez que là aussi, en France, hein, les prix baissent, les salaires baissent, tout va bien. Le salaire mensuel de base, vous voyez comment il chute. C'est ce que tout à l'heure on verra pour la Martinique qu'on appelle le SMPT, le salaire moyen par tête. La masse salariale, elle continue à augmenter un petit peu. Donc, les entreprises, c'est quand même assez extraordinaire. Les entreprises, elles produisent moins, elles vendent moins, elles embauchent moins, mais elles payent plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez ce gap, notamment entre l'Allemagne et la France. Les Allemands, ils ne font pas de détails, hein. Les Français, ils ont des syndicats qui sont plus puissants que les syndicats allemands, contrairement à ce qu'on dit. Les encours de crédit aux entreprises, les nouveaux crédits aux entreprises, c'est sûr que quand vous avez les nouveaux crédits qui descendent comme ça, les investissements,
si vous n'avez pas de fonds propres. Les taux sur le nouveau crédit, moins de crédit, moins de demandeurs, donc les taux baissent. Les encours de crédit aux ménages continuent à augmenter. Mais les nouveaux crédits, en fait, c'est le serpent de mer. Mais généralement, on est plutôt sur un rythme de baisse, sur longue période. Et les taux diminuent. Il paraît que c'est le bon moment pour acheter. Le cours des actions. Les actions, c'est quelque chose qui varie très très vite. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on ait ces oscillations. Les taux d'intérêt diminuent et surtout ce qui pose problème. Alors, le pouvoir d'achat brut des ménages, ça a l'air stable à long terme, mais en fait, ça diminue progressivement. Le taux d'épargne des ménages, il diminue très légèrement. Vous allez voir comment c'est différent en Martinique. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est ça. Le taux de marge des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises ont de moins en moins la possibilité de s'autofinancer simplement parce que leur marge diminue. Le taux, on le voit d'ailleurs sur le taux d'autofinancement. Le déficit public, alors, deux courbes sont intéressantes, retenez-les. Le déficit public qui officiellement il diminue et la dette des administrations publiques qui, elle augmente. Donc la France réussit la performance d'avoir un déficit de plus en plus faible avec des dettes de plus en plus élevées. Il y a un moment où même moi, j'y comprends plus rien. Voilà. On va passer à l'économie caribéenne. Alors, nos amis de la Caraïbe, ils ont des systèmes statistiques qui sont moins diversifiés que les nôtres. Donc on n'a pas exactement les mêmes indicateurs, mais on peut quand même voir un certain nombre de choses. Alors ce qu'on peut voir, c'est que si on compare les petits États de la Caraïbe, alors, dans la nomenclature de l'ONU, les petits États de la Caraïbe, c'est tout ce qui est les îles. Et les grands États sont en Amérique latine. Donc, vous avez d'un côté les statistiques pour les small states, et puis Latin American, Caribbean qui font l'ensemble. Ce dont on se rend compte, c'est que la crise a été majeure, pour eux aussi en 2009, mais que par contre, ils sont bien repartis. Alors, les échelles n'étant pas les mêmes, ici vous avez des millions, là vous avez des milliards quand même, mais globalement, les trends sont à peu près équivalents. Si on regarde les taux de croissance par contre, les choses sont beaucoup plus erratiques pour les pays d'Amérique latine. En noir, vous avez la courbe qui représente la variation de la croissance dans le monde entier. Et systématiquement, on va se rendre compte qu'on a des courbes de cette forme-là. Les pays d'Amérique latine, la Caraïbe, donc l'ensemble de ce qu'on appelle la CEPAC, est beaucoup plus dynamique que le monde. Mais les petits États sont beaucoup moins dynamiques que tout le reste. On verra pourquoi d'ailleurs. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que là, on a le PIB par personne, par tête. Ce qu'on peut observer, avec en bleu les petits États, en orange l'ensemble, et en gris, on a le monde entier. Jusqu'en 2008, le PIB par habitant dans les petits États était supérieur à tout le reste. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ça. Mais depuis la crise de 2009, non seulement ce n'est plus le cas, mais l'écart se creuse aussi bien vis-à-vis de l'économie mondiale que de l'ensemble latino-américain. Les taux de croissance, on a vu la croissance globale tout à l'heure, cette fois-ci en taux, vous voyez qu'on est toujours dans la même hiérarchie. L'ensemble, Amérique latine, Caraïbes, le monde et les petits États. Et le vrai problème de nos voisins, c'est ça. La dette souveraine, c'est-à-dire la dette de l'État. En 2008, regardez où ils étaient. C'était dérisoire. Le problème, c'est que c'est en s'endettant qu'ils ont pensé sortir de la crise de 2009. Le résultat, c'est ça. Et là, ils n'ont quasiment aucune chance de s'en sortir. Aucune. Alors, ce sont des moyennes, mais il faut quand même savoir que certains petits États sont endettés jusqu'à 300% de leur PIB. Plus que la Grèce. Vous avez vu dans quel état est la Grèce. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent qu'on ne devrait pas faire la comparaison entre pays en se servant du PIB. Ben, voilà une comparaison entre pays avec l'indice de développement humain. C'est ce que prône un certain nombre de gens. Donc, si on se fie à l'indice de développement humain, le summum du développement, c'est les petits États de la Caraïbe.
Peut-être qu'il y fait mieux vivre que dans le monde entier, en Amérique latine. Mais le vrai problème, c'est qu'on vit super bien avec des dettes gigantesques. Attendez, je n'ai pas dit d'aller vous endetter, hein, vous ne vivrez pas mieux pour autant. Mais on a un vrai paradoxe de ce point de vue-là, ce qui, en fait, doit inciter, chaque fois qu'on parle d'économie, à se méfier des indicateurs qu'on utilise. D'accord ? Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. Hein. Chacun a son usage. Enfin, l'un des problèmes également, c'est leur taux d'inflation, qui est en train de chuter. Parce que l'une des façons possibles de rembourser votre dette, c'est d'avoir une inflation maximale. Vous remboursez en monnaie de singe. Mais si vous n'avez pas d'inflation, il arrive un moment où le service de la dette est beaucoup plus important que le capital lui-même, et c'est ce qui est en train de se passer pour eux. Donc, je ne sais pas si tout le monde reçoit la lettre de l'INSEP, mais il y a une lettre dans laquelle j'avais publié une tribune d'un économiste de Trinidad et qui prônait une rigueur absolue. Il a tout à fait raison, sauf qu'il est dans ce contexte-là. La rigueur va amener en fait à une inflation la plus faible possible et donc à une difficulté de plus en plus importante de rembourser la dette pour laquelle il veut instaurer la rigueur. Cela étant dit, c'est un grand monsieur. Hein. Voilà. Enfin, pour finir, sur la Caraïbe, le classement des petits États, alors je n'ai pris que les petits, donc les îles, en fonction de leur taux de croissance. Et je vais vous demander de placer la Martinique là-dessus, à votre avis. On est là ou on est là? On est juste ici. Donc, Sainte-Lucie et la Barbade sont en négatif, les autres sont en positif. Et nous, on est à 0, quelque chose. Okay. Cela étant dit, il faut rester prudent. La croissance de la République dominicaine repose sur deux choses. L'industrie du bâtiment, qui est en train de se casser la figure, et l'exploitation des travailleurs haïtiens dans les champs de canne. On ne les paye pas, on les tue, on les pend, on fait tout. Enfin bref, ils ne coûtent pas cher. Le problème, c'est que maintenant, ils ne sont plus d'accord. Donc, combien de temps ça va durer? Nous verrons. Et on passe à la Martinique. Alors, le bilan. Je vais vous montrer comment on tire les bilans sans avoir besoin de chiffres. Simplement sur les graphiques. Tous les graphiques que je vais vous montrer portent sur une période de 4 ans. On commence en 2011, on termine, premier trimestre 2011, on termine dernier trimestre 2014. Et on va balayer un certain nombre d'indicateurs. Rien qu'au visuel, vous avez une idée de la façon dont tourne l'économie martiniquaise. Là, on est sur la vente de véhicules particuliers, qui est un élément essentiel de la consommation des ménages. Voilà où nous étions en 2011. Voilà où nous sommes en 2014. Le trend, c'est ça. Donc, ce n'est pas brillant. Les importations de biens de consommation des ménages. Alors, tout ce que vous achetez et qu'on ne fabrique pas en Martinique, c'est-à-dire pratiquement tout. Jusqu'en 2012, nous avions des importations de biens de consommation, donc une consommation qui était soutenue et qui alimentait la croissance. 2013-2014, je ne vous fais pas un dessin. Les crédits à la consommation des ménages. Pour consommer, généralement, les gens achètent à crédit. Hein, vous entrez dans un concessionnaire automobile, il y a Crédit Moderne, il y a Somafi, enfin bon, que ce soit à l'entrée ou à la sortie, vous ne pouvez pas leur échapper. Eh bien, apparemment, il y en a quand même qui partent en courant, parce que ça, c'était 2011-2012. Voilà où nous sommes à la fin 2014. Le chiffre d'affaires des supermarchés. Alors là, tiens, il n'est pas là, Alex. On n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais moi, j'ai l'avantage que ce n'est pas moi qui fais la collecte. Donc, je lui ai dit de s'adresser aux gens qui font la collecte. Il s'est fâché avec eux, hein, pas avec moi. Mais ça n'a pas changé grand-chose. Toujours est-il que on ne peut pas dire vraiment que ça a été la crise dans les hypermarchés jusque là. Et puis, il y a eu un petit rebond ici. Le problème, c'est que les hypermarchés, en fait, se font une lutte sans merci sur leur marge. Et je ne vous donne pas longtemps
pour qu'il y ait un certain nombre d'enseignes qui soient totalement éradiquées du paysage martiniquais. Donc, ça n'a pas trop mal marché pour eux, mais peut-être que l'année prochaine, il y en a dont on va porter le deuil. Les entreprises. La vente de véhicules utilitaires. On avait vu tout à l'heure en France que c'était un des indicateurs d'activité des entreprises. Voilà où on était début 2011, voilà où on est fin 2014. Là encore, la tendance, elle est à la baisse. Les biens d'équipement pour les entreprises, ce qui fait l'investissement des entreprises. Alors, on a beau avoir un petit rebond en 2014, il ne faut pas rêver, hein. Je vois les mines qui s'allongent. Ben, c'est les chiffres, hein, c'est pas moi. Hein. Les ventes de ciment. Vive le TCSP. Et la tour Lumina. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le TCSP et puis la tour Lumina? Après, parce qu'on est là. Hein. Le tourisme. Alors, ça, c'est le nombre de vols enregistrés par trimestre. Et je pense que c'est l'occasion de pousser un coup de gueule quand même. Parce que franchement, ce n'est pas parce que je travaille à la région, mais je vois travailler les gens du CMT, je vois travailler les gens qui s'occupent du financement des activités touristiques à la région. On aura beau faire ce qu'on veut. Si les compagnies aériennes décident de ne pas venir ici et de nous amener personne, on est mal. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. Là, on est simplement en nombre de vols. Alors, vous me direz que les vols n'étant pas pleins, on peut concentrer les gens. Les Sardines ont montré comment on pouvait faire. C'est vrai. Mais quand même, il y a des gens qui contestent le fait qu'il y ait eu un rebond de la croisière. On peut contester, mais moi, ça me paraît difficile. Alors, évidemment, c'est une activité qui est très saisonnière. Vous voyez bien. Mais quand même, quand on passe de ça à ça, merci Madame Wakami. On a vu que le nombre de vols diminuait. Ça, c'est le nombre de passagers. Donc, en fait, on voit bien qu'on a une activité qui est complètement cyclique. Et comme le nombre de vols diminue, il y a deux solutions. Ou bien il y avait des avions en trop, ou on a concentré les gens dans les avions. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on a concentré les gens dans les avions, et comme les avions sont plus lourds, ben on leur fait payer plus cher. Parce que les prix des billets n'ont pas baissé, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Donc là, on est en plein dans ce que les compagnies aériennes appellent le yield management. C'est-à-dire qu'on rentabilise au maximum. Bon, d'un point de vue industriel, elles ont raison. Le nombre de nuitées hôtelières. Ah, les hôteliers qui nous disent sans arrêt que c'est la catastrophe. C'est mort, rien ne se passe. Moi, c'est bizarre. Hein, mais quand je regarde 2011, 2012, 2013, 2014, je vois pratiquement la même chose. C'est cyclique, là aussi. Donc, quand un mois, c'est un peu moins bon que le mois d'avant, attendez la fin du cycle, et puis on va pouvoir en discuter. Mais là encore, et on va voir un certain nombre d'éléments tout à l'heure, il y a eu beaucoup de financement pour la relance de l'économie hôtelière. L'activité agricole. L'activité agricole, elle m'inquiète dans la mesure où elle était bien repartie. Et puis, depuis le début de l'année, en matière d'exportation de bananes, ça va moins bien. Bon, peut-être qu'il y a toujours la cercosporiose, je ne sais pas, ou il y a autre chose, mais il se passe manifestement quelque chose. Pour le rhum, tout irait bien s'il n'y avait pas ça. C'est vrai que si on enlève ça, c'est bien. Mais soit ils ont vraiment fait des coups extraordinaires ici, soit il y a un problème sur la commercialisation en général. L'abattage de volaille, ça m'interpelle autant que la banane. Je veux bien que les gens ne mangent pas de banane, mais tout le monde mange de la viande. Comment se fait-il que ça baisse comme ça? Et Dieu seul sait s'il y a des filières, n'est-ce pas Catherine, qui sont mises en place avec des sous derrière, il y a quand même un vrai souci. Tout n'est pas dû à la crise. Hein.
Venons-en maintenant à ce qui fâche et qui me vaut tous les noms d'oiseaux régulièrement dans les colonnes d'un hebdomadaire de la presse politique. Les effectifs, entre autres. Les effectifs salariés. Je suis désolé d'avoir à vous dire, je regrette vraiment, je vous assure que si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement, mais depuis 2 ans, régulièrement, tous les 3 mois, nos effectifs salariés augmentent. C'est la faute des chefs d'entreprise. Ils sont là, il faut leur dire. Voilà des gens qui se battent tous les jours dans un pays qui est en crise, avec une diminution, on la verra tout à l'heure, flagrante de la demande, et qui font plus que conserver leurs effectifs, ils les augmentent. Et ils ne se contentent pas d'augmenter les effectifs, ils augmentent les salaires aussi. Messieurs, je vous tire mon chapeau. Enfin bon, à ceux qui le font. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, je sais, mais là, on globalise. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est tout chaud, enfin ça date de la semaine dernière quand même, c'est que quand nous, à l'INSEP, on dit que sur le plan des effectifs et sur le plan des salaires, ça va un peu mieux à la Martinique, je me fais taxer de tous les noms. Là, ces graphiques-là, ce n'est pas moi. C'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est le seul organisme habilité à collecter les informations sur les effectifs et sur les salaires. Qu'elle passe après à d'autres, plus prestigieux, mieux connus sans doute, qui vont faire l'exploitation. Mais ça, c'est pas moi. Ça vient de France. Donc c'est bon. C'est comme ça qu'on raisonne ici. Bon, donc vous observerez que pour le dernier trimestre de l'année 2014, vous avez en sombre les zones pour lesquelles l'augmentation était la plus forte. En ce qui concerne la masse salariale, moyenne nationale plus 1,2%, Martinique 3,8%. C'est pas moi, hein, c'est eux. Les effectifs, évolution nationale, moins 0,2%, la Martinique plus 0,9%. Ça, c'est le 4e trimestre. Ça donne donc des salaires moyens par tête qui sont en augmentation. Alors, il y a une particularité, c'est que tous les fins de trimestre, vous avez des barres comme ça qui sont plus importantes. En fait, toutes les fins d'année, parce que les rémunérations en fin d'année font qu'il y a des primes qui sont versées en plus, donc il y a ça. Mais on va voir sur d'autres éléments, ça c'est les DEFM, on verra sur d'autres slides, quand on prend en fait les courbes désaisonnalisées, la croissance est beaucoup plus régulière que ça, c'est moins erratique. Passons au DEFM, demande d'emploi en fin de mois de catégorie A. Chiffre brut. Vous savez, ce chiffre pour lequel toute la presse se met à genoux le 23 ou le 24 de chaque mois parce que les chiffres sont publiés. Alors, était publié, je me marre parce que quand même, était publié avec 3-4 jours de retard, généralement jusqu'au mois de décembre. Vous aviez au journal du soir les chiffres du chômage en France. Ça, c'était généralement le mercredi. Et puis ceux de la Martinique arrivaient le vendredi ou le samedi matin. Et puis on a décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière et on les a sortis, nous, le mercredi aussi. Et donc depuis, ils sortent le mercredi. Donc ça, c'est un chiffre sur lequel il y a souvent des polémiques. Alors je vous explique pourquoi. Ce chiffre est produit par le ministère du Travail. Ce n'est pas Pôle emploi qui le produit. C'est le ministère du Travail, qui après va communiquer les données à Pôle emploi. Le ministère du Travail produit des données brutes. La donnée brute, c'est la donnée conjoncturelle, celle qui permet en fait de saisir quasiment au jour le jour, au mois le mois, l'évolution d'un indicateur. Pôle emploi récupère ces chiffres et fait ce qui est tout à fait normal. Il modifie ces chiffres, enfin il les modifie. Il calcule ce qu'on appelle les DEFM corrigés des variations saisonnières, les fameux CVS. Bon. Ce sont des chiffres qui n'ont pas le même usage. En fait, ils sont plutôt destinés à l'analyse sur le long terme. Mais ils sont bons tous les deux. Hein. Donc, quand je me fais arracher la tête parce que je produis en brut et que Pôle emploi produit en CVS, ben j'ai le regret de vous dire que c'est exactement la même chose. Parce que la particularité du calcul en CVS, c'est que sur une longue période, la variation, c'est ça qui fait qu'on peut calculer en CVS, la variation est exactement la même.
D'accord? Donc, il s'est passé quelque chose lors de la publication des derniers chiffres, qui étaient les chiffres de janvier. En CVS, le chômage à la Martinique continue de baisser. Mais en brut, il a commencé à remonter. Donc, ça veut dire en fait qu'on assiste à une inversion de tendance que vous ne verrez peut-être pas sur les CVS de février, mais que vous verrez forcément sur les CVS de mars. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que nous, on continuera à dire le mois prochain, enfin ce mois-ci, que ça a augmenté, quand Pôle emploi dira peut-être que ça a baissé. C'est simplement que le fait de raisonner en brut, on est plus nerveux, disons, sur le chiffre. On anticipe, en fait, ce qui va se passer. C'est la seule différence. D'accord? L'inflation et le pouvoir d'achat. Alors, l'indice mensuel des prix à la consommation, voilà comment est-ce qu'il a évolué. Il y a deux choses qui sont remarquables. La première, c'est que jusqu'à peu près à 2013, malgré toutes les mesures qui avaient été prises, il y a Observatoire, il y a loi Lurel, enfin il y a un tas de choses, les prix n'ont pas cessé d'augmenter. Et puis, ils ont chuté jusqu'ici, c'est-à-dire pratiquement, ils ont chuté aux environs de novembre-décembre 2013. On ne sait pas très bien pourquoi. C'est le résultat de l'indice. Mais comme on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on ne peut pas vous dire pourquoi. Le souci, c'est qu'on peut difficilement tabler une politique là-dessus, puisque ça a rebondi presque aussi fort le mois d'après et que ça a continué à augmenter. D'accord? Ce qui est en totale contradiction avec ce que dit l'Observatoire. Mais c'est l'Observatoire. Enfin, moi, je ne peux pas l'expliquer, ça. Toujours est-il que quand on compare l'évolution des salaires, de l'inflation et du pouvoir d'achat, en fait, c'est une course de Colin-Maillard. Ils courent l'un après l'autre. Et ce dont on peut se rendre compte, alors ici, vous verrez peut-être pas forcément la courbe en vert, mais la courbe en vert, c'est les salaires. En rouge, c'est l'équivalent en pouvoir d'achat. Et en bleu, c'est l'inflation. C'est-à-dire quand il y en a un qui augmente un mois, l'autre qui diminue et réciproquement. Mais globalement, regardez où se trouve la moyenne. On est à zéro, quasiment à zéro. C'est-à-dire qu'il y a certes une évolution des salaires, il y a une évolution des prix, mais le pouvoir d'achat, il ne bouge pas. D'un mois ou d'un trimestre sur l'autre, on va peut-être gagner 0,5%, mais sur le long terme, il ne bouge pas. Et s'il bouge, c'est qu'il est légèrement à la baisse. D'accord? Le financement de l'économie. Bon, on est dans un pays où tout va mal, il n'y a pas d'argent, etc., etc. Pourtant, les crédits à l'habitat des ménages ne cessent d'augmenter. Pendant que les crédits à l'investissement des entreprises diminuent. Pendant que les crédits d'exploitation aux entreprises diminuent. Pendant que les crédits aux collectivités, bon, ils ont augmenté, ils se sont stabilisés. Mais en tout cas, ils n'ont pas baissé. Plus curieux, les dépôts bancaires des particuliers. On part de là, on arrive là. Il y a des sous quelque part dans ce pays. Les comptes d'épargne des particuliers. On part de là, on arrive là. Il y a des épargnants dans ce pays. Les placements financiers des particuliers. On part de là, on arrive là. Il y a des gens qui... oui, là, je suis en millions, donc ça fait 2,4 milliards. Comment dire? Il y a des sous quelque part. Si on additionne le tout, le total des liquidités, là, je suis à 6,8. On part de là, on arrive là. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le ménage martiniquais de base ne croit absolument pas à l'économie de la Martinique. C'est aussi simple que ça. Plutôt que d'investir, vous avez vu à quel point les entreprises ont besoin de crédit. Plutôt que d'investir, ils préfèrent mettre son fric sur des comptes qui vont lui rapporter des sommes hypothétiques. Et en fait, on est en train de se battre, d'expliquer aux gens qu'on a des problèmes de croissance, qu'on a des problèmes de relance économique, qu'on a des problèmes y compris de relance de la consommation. Rien n'y fait. Les gens prennent un gros bas de laine et ils mettent tout dedans. En attendant quoi? Je ne sais pas. On a fait un travail sur notamment le taux de pauvreté et tout. Ce qu'on a observé, c'est qu'on a un resserrement de l'échelle. C'est-à-dire que le plancher est monté,
Mais c'est le nombre de personnes très riches, en fait, les gros patrimoines, qui sont moins nombreux et leur patrimoine est plus faible. Le problème, c'est que même si la crête est un peu plus basse, vous partez plus d'aussi bas. C'est ça, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tout ça, c'est pas forcément les plus gros épargnants. C'est pas forcément ceux à qui on pense. C'est des gens comme vous et moi, je dirais, qui mettent de l'argent de côté au cas où pour la retraite. Quand on additionne, ça fait beaucoup d'argent. Pardon ? Et là, on est face à des gens. Ah bon. Là, on est face à une épargne privée qui ne veut pas ou qui ne peut pas aller vers une épargne, enfin un investissement dans l'investissement privé, puisque l'investissement privé chute et que l'épargne, c'est que ça se croise pas. Oui, c'est bien ça, monsieur. Attendez, monsieur vous laisse exprimer. Oui, en fait, on voit une baisse des emplois, on voit une baisse quand même de la production. Donc finalement, en fait, les gens comme moi, les gens comme... Bah, attendez, juste une baisse des emplois de quel emploi ? Non. Ici. Des emplois financiers. Des emplois financiers, d'accord, oui. D'accord. Mais sauf que c'est ce qu'on nous montre tous les jours. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met notre argent de côté pour voir l'avenir, notre propre avenir. On ne nous donne pas de l'espoir sur les entreprises pour se dire, au lieu de mettre sur notre livret A, on va peut-être le mettre sur un compte sur quelque chose qui va aider les entreprises. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur ? Oui. J'insiste sur deux choses. D'abord, je trouve assez curieux qu'on veuille que l'épargne des gens aille aux entreprises. Et qu'on s'étonne même que ça ne soit pas la culture. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi mon épargne devrait aller vers les entreprises. Ça pourrait aller vers l'associatif. Attendez, ça pourrait aller... Juste une parenthèse. Non, mais là, on fait de la macroéconomie. Ce n'est pas un tel ou un tel. Hein. Non, mais on raisonne en masse. Hein. Non, mais je suis d'accord. Mais la masse a forcément raison. Hein. Dans ce cas-là, elle a forcément raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas en plus pourquoi, quand les banques n'y vont pas, moi j'irai. Bon. En plus, je suis persuadé que les banques prêtent à ceux qui peuvent rembourser. Et puis, troisième chose, lorsqu'on est dans un cas comme ça, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quelle année ça s'est inversé, parce que bon, ça redescendait, et puis d'un coup, il y a eu quelque chose. Puisque, en quelle année où on a eu la courbe qui est montée là, c'est la... Ça a commencé à remonter à partir du 3e trimestre 2011. Bon, donc, mais où on a eu le grand pic, c'est 2000... le grand pic, oui. Le pic non, élevé. Avant. Lequel ? Là. Celui-là ? Oui, ici, là. C'est quelle année ? Celui-là, c'est 4e trimestre 2012. Bon, donc je veux dire, il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais je reste persuadé, par contre, qu'il n'y a pas de passerelle. Et je vais m'expliquer. Love Money et compagnie, déjà, il faut une certaine culture pour comprendre ça. Mais la vraie valorisation, elle se fait où ? Elle ne se fait pas à travers l'économie que les banques ne financent pas, elle se fait à travers la bourse. Il n'y a pas de lien avec la bourse ici, il n'y a pas d'entreprise qui soit... Même la plus florissante de la Martinique n'est pas cotée en bourse. Donc, pardon ? Non, mais il n'y a pas d'entreprise. Quelles sont les entreprises qu'on a qui sont en bourse aujourd'hui à la Martinique ? Exemple. Eh bien voilà. Donc, c'est pour ça que... Non, mais je termine mon propos. C'est pour ça que je dis que les passerelles n'existent pas et que ceux qui ont fait l'expérience, notamment, rappelez-vous à l'époque avec France Télécom, ils se sont ramassés de belles vestes. Hein. Tous ceux qui travaillaient là, qui épargnaient, qui essayaient... Bon. Donc, en fait, moi, je pense que ce n'est pas avec l'épargne des Martiniquais qu'il faut forcément aujourd'hui penser financer les entreprises, d'autant que les gens qui mériteraient ce financement ne sont pas toujours ceux qui peuvent les capter.
Oui, je dis que les petites entreprises qui méritent les financements n'ont pas les moyens, n'ont pas les structures, n'ont pas l'organisation pour capter l'épargne. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez pensé à autre chose, mais c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas les outils. Voilà, donc il n'y a pas les passerelles. Vous voyez, ce qui est génial dans une conférence de conjoncture, c'est que tout le monde s'exprime et dit ce qu'il veut. Oui. Il faut quand même comprendre que nous n'avons pas une culture d'investissement. Je crois qu'il faut vraiment remettre les choses à leur place. Le Martiniquais n'a pas cette culture de dire, il y a par exemple des plateformes de crowdfunding, de financement participatif qui existent, il y a quand même des outils qui existent. Sauf que, où les banquiers ne jouent pas peut-être leur rôle à ce niveau-là, pour peut-être dire, ben, tiens, il y a telle chose, mais il faut resituer notre contexte économique, notre contexte culturel. Nous n'avons pas cette culture de dire, il y a telle entreprise qui va se créer, ben, pourquoi ne pas prendre des parts? On peut aussi aller vers l'économie sociale et solidaire. On a un organisme en métropole, le Crédit Coopératif, qui a créé des produits d'épargne solidaire pour ça. Donc là, je crois que c'est ça. C'est ce travail que vous faites. C'est au travers, malheureusement, peut-être les personnes qui sont dans la salle sont les initiés. Il y a tout un travail à faire par le bas pour amener les personnes à un raisonnement, un autre raisonnement. Merci. Ben, en tout cas, on commence donc avec un peu de... Oui, je vous passe la parole. Il y a juste un point sur lequel, bon, moi je tique un petit peu. J'en ai un peu marre d'entendre dire, bon, on n'a pas la culture en Martinique. Attendez, on est au 21e siècle. Quand je suis arrivé ce matin pour préparer la salle, il y avait des gamins qui suivaient une formation pour devenir chef d'entreprise. Bon, au premier aspect, ils n'avaient pas vraiment l'air d'être des chefs d'entreprise, mais enfin bon. Par contre, ils avaient tous un smartphone à 800 € dans les mains. Donc la culture martiniquaise a su s'adapter à ça. Il faudrait peut-être qu'elle s'adapte aussi à autre chose. Allez-y, madame. Oui, moi, je voudrais revenir sur l'origine de l'épargne parce que précisément, ça me semble être un élément important, même si au vu des éléments qu'on a actuellement, on n'a pas le recul suffisant. Mais l'aspect que je voudrais introduire, c'est plutôt un aspect sociologique, à savoir, est-ce que les gens qui épargnent ne sont pas, dans leur grande majorité, des personnes âgées ? Ce qui expliquerait aussi qu'il n'y ait pas systématiquement cette culture d'investissement, puisqu'on sait très bien que les personnes âgées, et nous avons une société qui est en train de vieillir, qui a déjà vieilli depuis un certain nombre d'années, et elles ont des réflexes qui sont plutôt de l'ordre du repli, du conservatisme et de la thésaurisation. Donc il me semble qu'une partie de cette épargne pourrait s'expliquer notamment par des bas de laine de nos aînés et qui ne seraient pas spécialement enclins à investir. Donc il serait intéressant de pouvoir corréler le vieillissement de la population et l'accroissement de l'épargne, ce que bien sûr on ne peut pas faire actuellement avec les éléments que nous avons. Les banquiers pourraient nous dire ça. Sur la question de l'utilisation de l'épargne et je dirais de l'investissement dans l'entreprise, on est peut-être effectivement à une époque où on a une confrontation, je dirais, de deux mondes, un qui s'en va et un qui arrive. Et donc, il y a forcément à un moment donné des frictions. La Martinique a passé très rapidement un certain nombre d'étapes. Et il y a effectivement au niveau de l'économie un certain nombre de modifications, d'évolutions, même de révolutions qui doivent se faire. Et ce qui est peut-être plus difficile pour certaines générations, les plus faciles pour des générations qui arrivent, qui sont formées directement au même niveau à l'international, avec des notions et l'utilisation d'outils qui rendront beaucoup plus facile un certain nombre de rapports à l'entreprise, à la création et à la production de richesses que pour un certain nombre de générations. Parce que pour répondre à la question, pourquoi investir dans une entreprise ? Parce qu'à ma connaissance, mais encore une fois, c'est à ma connaissance et j'ai encore beaucoup à apprendre, il n'y a pas d'exemple de pays qui n'ait pas progressé au niveau de l'évolution matérielle de tous ses habitants si ce n'est pas par l'entreprise. La création de richesses, ce n'est pas l'État, ce n'est pas les collectivités publiques, c'est le travail d'hommes et de femmes qui vont décider qu'un jour, ils sont capables de mettre le peu d'argent qu'ils ont, l'argent de leur papy, de leur mamie, qui sont capables de travailler des dizaines d'heures parce qu'ils croient à un projet, non seulement parce qu'ils croient que ça va rapporter quelque chose à eux, mais également à d'autres personnes qu'à eux. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité
comme producteurs de richesses collectives que des personnes qui se sont investies et qui ont mis leur argent, leur temps pour pouvoir produire. Et donc, le véritable problème pour un pays avance plus vite quand collectivement, les gens sont convaincus qu'ils ont un projet collectif. Et le problème, la tendance qui est valable en France et qu'on retrouve aussi à la Martinique, parce qu'on répète effectivement les mêmes informations, c'est qu'on répète à l'envi un même thème, à savoir qu'on est dans un déclinisme, à savoir qu'on est dans le suicide de ceci, à savoir que c'est foutu, à savoir qu'on n'est pas capable de produire, à savoir comme si notre population n'était pas capable de se mettre autour d'un projet collectif. Et c'est ça, me semble-t-il, le véritable problème. Si on arrivait à faire comprendre aux gens qu'ils peuvent se fédérer autour de projets communs, eh bien, je pense qu'on pourrait avancer davantage. Et la structure, je vais m'arrêter là, la structure de l'économie martiniquaise, et justement son grand défi, c'est de sortir, je vais employer une expression que le président de région emploie, mais qui me paraît exactement refléter la chose, une économie de comptoir à une économie de production. L'histoire a voulu qu'on a été une économie de comptoir. Eh bien, mince alors, on s'en sort. Moi, je trouve déjà qu'il faut trouver extraordinaire que là où des pays qui n'ont pas connu cette économie de comptoir ont pris des années, des décennies pour s'en sortir, nous, on le fait en mode accéléré. Moi, je trouve déjà qu'on pourrait se féliciter de ça, parce qu'on intègre un certain nombre de modifications, d'outils avec talent. Nous sommes talentueux, et moi je crois qu'il faut le dire, et on est capable effectivement de ne pas reproduire un même modèle tel qu'il se passe en France, mais de le faire avec nos spécificités, avec notre histoire, et que moi je crois que le principal, c'est qu'ensemble on se dise qu'on n'attende pas qu'est-ce qu'on va faire pour nous, mais qu'enfin on se dise qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays. Ben voyez, rien que pour entendre ça, je suis content qu'on ait eu cette conférence. Merci Daniel. Okay. Mais je suis sûr que tout le monde partage ça. Bon, on va changer de thème. On va parler de... L'épargne ne s'oriente pas vers l'investissement. Mais la vraie question, est-ce qu'il y a des projets qui ne reçoivent pas de financement? Est-ce qu'on peut nous dire ça? Est-ce qu'il y a des projets à la Martinique qui ne reçoivent pas de financement? Voilà la question. Ben, je suis convaincu qu'il y en a, mais encore faudrait-il que les porteurs de ces projets-là s'expriment eux-mêmes. On ne les voit pas. Est-ce que je peux donner un exemple? Je t'en prie. L'entreprise de jeu qui est quelque part entre Fort-de-France et le Lamentin, où les jeunes chefs d'entreprise, c'est parce qu'ils ont demandé à leur famille de les aider, parce que les banques refusaient de les aider. Et c'est parce qu'ils ont réalisé leur projet, c'est parce qu'ils avaient un chiffre d'affaires que dans l'amélioration de leur projet, dans le réinvestissement, qu'à ce moment-là, les banques sont venues. Mais ils avaient d'abord un projet, et ce projet-là n'a pas été soutenu par les banques. Et c'est après que les banques sont venues, quand ils ont vu le résultat. Ça arrive qu'il y ait des projets qui ne soient pas soutenus par les banques. Alors, on va parler TVA et on va parler octroi de mer, qui sont deux indicateurs importants de l'activité des entreprises. Parce que quand même, on parle de crise, mais il y a aussi un système qui fonctionne, avec ses difficultés, mais il fonctionne. Et ce qu'on observe, c'est que depuis, globalement, fin 2012, on a une augmentation régulière, alors plus accentuée en 2014, des recettes de TVA. Ça prouve quand même que les affaires marchent. Et ce que l'on peut constater, c'est que, alors qu'il y avait d'une certaine façon un peu la crise sur l'octroi de mer au cours de l'année 2012, les recettes ont réaugmenté et se sont stabilisées. Donc, si on additionne les deux, on voit que les recettes fiscales indicatrices de l'évolution de la production ont quand même nettement augmenté à partir du deuxième trimestre 2012. On touchait le fond ici, hein, et régulièrement, en fait, c'est reparti. Le commerce extérieur, là j'irai assez vite, je voulais juste vous montrer des choses, mais la situation est exactement la même pour les exportations et pour les importations.
J'ai distingué ce qui est exportation hors pétrole et puis exportation pétrole, parce que la Sahara représente quand même un volume assez important. Ce qu'on constate, c'est que nous avons un système productif qui exporte très peu, mais pour ceux qui exportent, ils sont quand même dynamiques. Et malgré les difficultés qu'ils ont, on voit bien que sur la dernière année et demie, les affaires ont repris. Alors ça, il n'y a pas de, comment dire, la banane et le rhum n'y sont pas hein, dans ça. Ben, c'est tout le reste. C'est tout le reste. L'agroalimentaire, c'est notamment. Bon, il ne faut pas rêver. L'essentiel de notre périmètre en matière d'exportation, c'est la Guadeloupe et la Guyane. C'est 85% à peu près. Bon. Si on regarde le pétrole, alors c'est sûr que nous avons des chiffres aussi bien d'importation qu'en exportation qui sont importants, mais l'activité de la Sahara compte pour beaucoup dans ça. D'accord? Alors, il y a un pic ici parce que la Sahara, régulièrement, elle fait des pauses de... Voilà. Bon. Et quand on regarde, en fait, la somme des deux, ça ressemble beaucoup à ce que fait la Sahara, puisque là, il y a une différence d'échelle qui est assez considérable. Ce qu'on peut voir, c'est que pour les importations, là encore, bon, il y a des problèmes d'échelle, mais voilà à quoi ressemblent nos importations sans la Sahara. Et voilà à quoi ressemblent les importations de la Sahara. Donc, on a des chiffres qui sont importants, on a une balance qui est fortement déficitaire, mais on a quand même une balance qui doit une partie de son déficit au commerce du pétrole. Donc, les importations totales, ça fait ça. Et si on prend la balance, alors ici, on les balance hors pétrole, on voit bien que jusqu'au premier trimestre 2012, on avait quand même un déficit commercial hors pétrole, hein, qui était assez conséquent et qui s'est réduit. Alors, il a recommencé à augmenter ici en fin 2014, mais je pense que c'est cyclique puisque c'était la fin de l'année. Voici le déficit avec le pétrole. Mine de rien. C'est vrai qu'on raffine, on vend, mais pour vendre, il faut acheter. Et le résultat, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça aussi? C'est parce que le débat qu'il y a sur le prix de l'essence et sur le taux de rentabilité de la Sahara, il est là. C'est bien gentil, la loi Lurel, pour brider la Sahara. Le résultat, il est là, c'est nous qui le payons, avec ce déficit, ici, de la balance pétrole. Et quand on additionne les deux, ben, il est légèrement plus bas parce que, justement, nous avons un commerce extérieur qui n'est pas important, mais qui est quand même ce qu'il est. Alors, les risques monétaires et financiers. Ça va être, rebondir un petit peu sur le débat qu'on avait tout à l'heure. Hein. L'évolution des créances douteuses détenues par la banque, ça, c'est vraiment des statistiques IEDOM, donc il n'y a rien à dire. Les dossiers de surendettement, c'était relativement important. On a cru, en fait, qu'il y avait une amélioration de la situation. À un moment, ça a duré 6 mois et ça repart à la hausse. Les entreprises interdites de cartes bancaires, je ne savais même pas qu'elles existaient, mais bon. Apparemment, ça a l'air d'aller un tout petit peu mieux en fin de période. Les particuliers interdits de cartes bancaires, alors là, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Et puis les indicateurs d'appréciation. Alors, je vous en ai pris deux parce que... oui, je vous en ai pris deux parce qu'il y a plusieurs façons d'avoir une opinion sur l'économie et sur son évolution. Il y a des enquêtes d'opinion et puis il y a des indicateurs qui sont, je dirais, pas plus objectifs, mais qui reposent en fait sur un échange réel. Ici, vous avez l'indicateur du climat des affaires. C'est l'indicateur IEDOM. Alors, cet indicateur, il est issu d'une enquête. L'IEDOM interroge un panel d'entreprises et les chefs d'entreprise donnent leur avis. Donc, vous voyez que c'était bon. Enfin, c'était pas bon parce que sur toute la période, on est en dessous de la moyenne. Mais globalement, jusqu'à mi-2012, l'opinion des chefs d'entreprise était à peu près correcte. Et puis, il y a eu un grand gap ici, en 2013. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne m'en souviens plus. Mais toujours est-il qu'il y a une perte de confiance totale. En 2014, c'est reparti. Et puis peut-être que fin 2014, ils se disent qu'après le TCSP et puis la tour Lumina, il n'y aura plus de travail. Le moral est en berne. Ça, c'est l'indicateur IEDOM. Moi, j'utilise plutôt celui-là. Et en fait, c'est la somme des crédits d'exploitation accordés aux entreprises et accordés aux collectivités. Je me dis que tant que les choses sont telles
qu'on accorde de crédit, c'est que ça ne va pas si mal que ça. Donc moi, je regarde plutôt la courbe de cet indicateur-là. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, les tendances. Voici la courbe les courbes de notre commerce extérieur. Les importations ici, les exportations là. Vous allez voir sur beaucoup de courbes que le schéma est presque toujours le même ici. Ça monte doucement. Il y a un accident 2008, 2009, 2010. Et puis après, on dirait que les courbes perdent la tête. Aussi bien les imports que les exports. Quand on regarde l'évolution comparée à la fois des investissements des entreprises, ici, et de l'emploi salarié, on a vraiment l'impression que depuis approximativement 18 mois, le monde est devenu fou. Parce qu'en fait, il n'y a plus aucune logique dans le comportement des décideurs. C'est-à-dire qu'ils sont partagés entre l'envie d'aller de l'avant, malgré les difficultés, et puis une réalité qui fait qu'ils sont peut-être plus prudents qu'ils ne l'auraient été dans une situation normale. Avec donc des tendances soit à investir, soit carrément à désinvestir. Ici, on est sur les consommations, les ménages et les administrations. Alors les administrations, c'est tout ce qui est les collectivités locales et c'est tout ce qui est l'État. Là encore, vous observerez qu'en fin de période, il y a des mouvements, oscillations, qui font penser que finalement, il y a une véritable inquiétude qui est en train de naître quelque part. Si ça n'existait que sur un indicateur, on se dirait sur un accident, mais que tous les indicateurs montrent que sur la dernière année, il y a une hésitation, il y a une inquiétude qui est en train de poindre, au point que les décisions se font de façon quasi manichéenne, on se dit qu'il va se passer quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais toujours est-il... Enfin, moi, je ne me pose pas la question, je ne suis pas candidat. Donc, mais ça donne quoi? Ici, vous avez les constats et nos prévisions, les constats jusqu'ici. Le reste, ce sont nos prévisions en matière d'évolution du PIB. Alors, nous avons construit, il y a 1 an et demi à peu près, un modèle qui nous permet d'estimer, c'est une estimation, l'évolution aussi bien du PIB que des taux de croissance en valeur et en volume. Et notre indicateur, il est trimestriel. C'est-à-dire que chaque trimestre, on a une tendance sur les 12 derniers mois. À quoi on assiste? On assiste, en fait, alors je vais plutôt parler, ça c'est à cause de l'inflation, il y a des choses qu'on ne voit pas. On a l'impression que là aussi, il y a des oscillations qui sont extrêmement fortes. La tendance au premier trimestre était à 1,72. Au deuxième trimestre, à 1,67. C'était à peu près la même chose. Au troisième trimestre, super euphorie, on est passé au-dessus des 2, on est à 2,22. Sauf qu'on finit l'année à 1,19. Une fois qu'on a déflaté ça, c'est-à-dire qu'on va passer d'une tendance en valeur à une tendance en volume, là, on frise purement et simplement la déflation. Et d'après notre estimation, bon, le chiffre de l'INSEE sera le chiffre de l'INSEE, moi je ne cherche pas à me comparer à l'INSEE, mais d'après notre estimation, le PIB 2014, enfin la croissance 2014 en volume devrait être inférieure à 0,5%. Ça fait déjà mal. À quoi est-ce que ces évolutions sont dues? Si on regarde les chiffres en volume, ici, et qu'on regarde trimestre par trimestre l'évolution sur un an des différentes composantes du PIB, ben on se rend compte en fait qu'au premier trimestre, ce sont essentiellement les importations qui ont pesé dans la croissance. Les exportations ont pesé aussi d'un poids extrêmement important. C'est-à-dire la variation des exportations a compté pour 56% de la variation de l'ensemble. Au deuxième trimestre, ce sont encore les exportations. Et les exportations toujours au troisième trimestre. Mais vraiment dans des conditions énormes. Alors, le 104% ne doit pas vous impressionner parce qu'il y a un moins 2,66% ici au niveau de l'investissement des entreprises. D'accord? C'est ce qu'on appelle la contribution des facteurs à la croissance. Le résultat des courses, c'est que sur la période de 4 ans,
Si on considère à la fois la croissance du PIB, ici on est en taux de croissance, en valeur ici, en volume, l'écart étant l'inflation, vous voyez bien que ça ressemble aux courbes qu'on a vues pour le monde. On est exactement dans la même configuration. 2009, un rebond, et depuis, on n'arrive pas à s'en sortir, et on glisse dangereusement vers la ligne des zéros. Tellement dangereusement que je pense qu'en 2015, on sera largement en dessous. Alors, je vous ai dit que nous avions un indicateur. Pour vous donner une idée, vous avez en rouge l'évolution de la croissance calculée pour le PIB et en vert notre indicateur, à nous, pour comparer les deux. Bon. Généralement, nous sommes un peu plus pessimistes que le PIB, mais globalement, on n'est pas très différents. Et la cause de tout ça, c'est ça. Parce que vous avez beau produire tout ce que vous voulez, si vous n'avez personne à qui vendre, comment vous faites? Et ce qui est de particulièrement inquiétant, c'est qu'entre 2012 et 2013, on a eu ici une baisse de 1% de la population d'un coup. Donc moi, je m'apprêtais à vous montrer ce graphique sans ça, sans 2014, parce que je ne connaissais pas le chiffre 2014. Et puis, je suis tombé sur une publication du Sérum, très récente. Alors, le Sérum, c'est une association entre l'INSEE, l'IEDOM et l'AFD. C'est eux qui publient les comptes économiques et qui publient un certain nombre de choses. Et ils ont publié une estimation de la population en 2014. Si cette estimation s'avère exacte, en une année, nous aurons perdu 7025 personnes. C'est-à-dire près de 2% de la population d'un coup. Alors, une année, on perd 1%, l'année d'après, on perd 2%. C'est-à-dire que, globalement, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, si on additionne le nombre de personnes qui manquent dans la population martiniquaise, ça représente à peu près 11 000 personnes. 11 000 personnes. C'est de la folie. On a jamais... Alors, entre janvier, en 2013, donc du 1er au 30, janvier au 31 décembre 2013, ça fait moins 3 927 personnes. Et entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, si le chiffre de l'INSEE est confirmé, moins 7 025 personnes. On va finir comme dans les îles grecques. Hein. Lors d'une conférence, vous aviez indiqué qu'il y avait un départ de la population, des jeunes, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des étudiants, les gens partaient avant, c'est-à-dire cumulés, c'est-à-dire qu'il y avait eu une augmentation du départ des lycéens, en quelque sorte. Ce qui voudrait dire, est-ce que en interprétation, ça voudrait dire que les parents anticipent et qu'il y a pour pouvoir inscrire leurs enfants dans des établissements en France, ils préfèrent les loger, enfin les faire partir plus tôt, ou bien est-ce que c'est vraiment une perte de confiance totale à ce moment-là et ils partent avec famille et enfants? Alors, il y a deux explications possibles à cette accélération de la baisse. La première, c'est que c'est vrai, au début de l'année dernière, quand j'avais fait ce travail et que j'avais présenté les résultats pour les élèves, on était à approximativement entre 1200 et 1500 départs par an pour les jeunes entre 15 et 18 ans. Alors, c'est une baisse qui était liée à la migration. Hein, à la migration. Mais c'était entre 15 et 18 ans. En fait, les migrations pour les jeunes commencent à partir de 2 ans. Et pour moi, il n'y a que deux explications possibles à la violence de cette baisse-là. C'est tout simplement que, vous savez que l'émigration est compensée en partie par l'immigration. C'est que l'émigration a continué à augmenter, mais que l'immigration ne peut avoir que baissé. Pour que nous ayons perdu 7000 personnes, si c'est vrai, hein, 7000 personnes en un an, ça veut dire qu'on perd toujours autant, sinon plus de gens qui s'en vont, mais qu'il y a moins de gens qui reviennent. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Remettez-vous, vous êtes là.
Alors, ça a quand même des conséquences. Et ça, pas vraiment. Pas vraiment, non. Non. Il y en a une, mais qui est... Je préfère qu'on en parle entre quatre yeux. Parce que c'est technique, ça peut nous faire quelques soucis. Alors, juste avant de vous passer la parole, dire qu'on perd la population, c'est une chose. Savoir ce que ça nous coûte, c'est autre chose. Alors moi, j'ai calculé ce que ça avait coûté. D'abord, en matière de consommation. En matière de consommation, on a perdu, si on ne part que de l'année 2009. La baisse a commencé en 2006, mais partons de 2009. 437 000 euros. Là, on est en euros. 437 000 euros en 2009. De consommation, 16,5 millions en 2010. 29,2 millions en 2011. 25 millions en 2012. 52,5 millions en 2013. Et 93,5 millions de consommation en moins en 2014. Et ça, c'est la consommation. La consommation, elle induit le PIB après. La baisse du PIB, en 2009, 716 millions d'euros de PIB de moins. 26,4 millions d'euros de moins. Oui, non, 716 000. 26,4 millions en 2010. Pratiquement 47 millions en 2011. 41 millions en 2012. Plus de 86 millions en 2013. Et tenez-vous bien, 159 millions de pertes en une année sur le PIB en 2014. Vous savez combien de points ça représente de PIB? 1,72. Vous ajoutez ce 1,72 au 0,49 et on est pratiquement à 2,5% de croissance. Vous voyez ce que ça nous coûte la perte de la population? Et ça ne va pas s'arrêter. Vous avez ici l'évolution des taux de croissance annuels depuis 1997. 1er janvier 1997, 31 décembre 2014 ici. L'évolution tendancielle, elle est là. Alors, on peut faire tous les calculs qu'on veut pour aller chercher à 6 chiffres après la virgule ce que ça va représenter. Je ne l'ai pas fait parce que malheureusement, j'ai une certitude, c'est que si ce n'est pas en 2015, mais plus on va repousser l'échéance, plus la chute sera dure. Si ce n'est pas en 2015, ce sera en 2016 et en 2017, on passera dans une situation en fait, de récession sévère de ce point de vue-là. Avec une double peine, c'est que le PIB diminue, le PIB global diminue moins vite que la population. Donc, le PIB par habitant, lui, il augmente à toute vitesse. Ce qui signifie qu'aux yeux de la communauté européenne, nous sommes de plus en plus riches. Et ce à quoi nous avons échappé en 2011, in extremis, c'est-à-dire la sortie du plan de convergence, nous attend les bras grands ouverts dans pas longtemps. Donc c'est vraiment la double peine. Alors, vous voulez faire une pause ou bien on attaque tout de suite ce qui fâche? On va comparer les DRFA. Eh bien, figurez-vous que c'est peut-être notre situation qui est la meilleure. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit dans certains cénacles, en faisant venir des gens qui vous parlent à coup de pourcentage, ici jamais de chiffres, que des pourcentages, et qui vous promettent, mais demain on rase gratis, 3% de croissance. Moi, je ne peux pas me permettre ce luxe-là. Mais je voudrais simplement faire une comparaison. Vous avez les populations ici. Puisque dans ces cénacles, on comparait la Guadeloupe et la Martinique, comparons la Guadeloupe et la Martinique. 406 000 personnes en Guadeloupe, 381 000 en Martinique. Donc, ça fait globalement 25 000 personnes d'écart. Eh bien, avec 25 000 consommateurs en plus, le PIB de la Guadeloupe est de 8,1 milliards, le PIB de la Martinique est de 8,5 milliards. Il y a un bug quelque part. On continue. Le PIB par habitant. 19 691 € en Guadeloupe en 2013. Je n'ai même pas calculé pour 2014. Je me contente des chiffres officiels du Sérum.
19 681 en Martinique, 22 077 en Guadeloupe, 19 691 en Guadeloupe, 22 077 en Martinique. On va super mal. La consommation des ménages, 4,9 milliards. Ils sont 25 000 de plus que nous. 4,9 milliards en Guadeloupe, 5,2 milliards en Martinique. Expliquez-moi. Et puis on pourrait tout décliner comme ça. Mais on va passer à ce qui fâche, l'emploi. Alors, la population active, c'est-à-dire la population active occupée. Ils sont 405 000. Ils sont 126 000 occupés en Guadeloupe. Pratiquement 130 000 en Martinique. Alors, ils sont plus nombreux que nous. Et on trouve le moyen de travailler plus qu'eux. Le taux d'emploi, au sens du Bureau international du travail, calcul enquête emploi INSEE, 38,9% en Guadeloupe, 41% en Martinique. Le nombre de salariés du secteur privé, c'est là qu'on voit véritablement le dynamisme d'une économie. Les salariés employés par le privé. En Guadeloupe, 71 863, 73 530 en Martinique. Salariés du secteur public, 54 000 en Guadeloupe, presque 56 000 en Martinique. Alors, je ne vais pas tout décliner, mais quand même, je ne comprends pas cette passion qu'ont certaines personnes de s'auto-flageller, de nous raconter sans arrêt qu'on est moins bon que les Guadeloupéens par-ci ou que les Chinois par-là. Enfin, nous sommes... Non, mais vous n'en avez pas encore... Ça ne fait pas assez mal, je continue. On continue. Les demandeurs d'emploi en fin de mois au 1er février. Pour nous, ça a augmenté. Ils sont 57 300 en Guadeloupe, 44 200 en Martinique. D'accord? Les reprises d'emploi, alors ça c'est un truc top. C'est un travail qui est fait, très très bon travail, qui est fait par Pôle emploi, qui consiste en fait à voir la capacité des demandeurs d'emploi, des gens qui ont perdu un emploi, à en retrouver un autre. Donc ils font une étude spécifique pour ça. Et ils ont publié dernièrement, enfin leurs derniers chiffres, donc ils sont là. Les reprises d'emploi en Guadeloupe, ils ont plus de chômeurs que nous, mais 5100 reprises d'emploi, 5700 en Martinique. Donc, je ne porte pas de jugement sur la Guadeloupe, je ne porte pas de jugement sur la Guyane, mais qu'on arrête d'en porter sur la Martinique, surtout quand ce n'est pas justifié. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais également vous montrer un certain nombre de choses qui vont illustrer ce qu'on vient de dire. Vous avez ici les PIB et les PIB par habitant. Ben, ce n'est pas compliqué, Voyez les différences de chiffres. Vous avez la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique. PIB par habitant. Les taux de croissance. Alors, ils ont un meilleur taux de croissance, mais ça, moi, je rigole. À quoi ça vous sert un taux de croissance? Quand vous allez voir votre banquier, vous ne lui parlez pas de votre taux de croissance, vous lui parlez de ce que vous avez en poche. Bon. Ensuite, les populations actives occupées. Vous voyez bien la différence. Les taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage. Les demandeurs d'emploi, ben ça on les a vus. La comparaison des effectifs salariés, publics et privés. Et puis les reprises d'emploi. Alors ça c'est la carte nationale. Plus c'est sombre et plus vous avez de nombre de reprises d'emploi. Mais ce n'est pas rapporté en fait à la population des chômeurs. Mais si on rapporte à la population des chômeurs, le résultat est là. On est ici. On est plus violet que là. On se satisfait de ce qu'on peut. Les reprises d'emploi ici, les taux de reprise d'emploi là. Et puis, je vous montre en avant-première un tableau que vous allez retrouver dans une étude que nous sommes en train de faire. Ceux d'entre vous qui ont assisté à la conférence de conjoncture qui a été animée par la Banque de France se souviennent que Jean Crouzol avait posé une question, à savoir est-ce qu'on pouvait isoler les subventions européennes des comptes des entreprises. Alors on ne peut pas isoler les subventions européennes en tant que telles. Par contre, tout ce qui est subventions d'exploitation,
on peut les isoler. Or, les subventions d'exploitation, qui c'est qui les verse? L'Europe, l'État, les collectivités. Et il a été intéressant de voir quelle était la part de ces subventions d'exploitation dans les comptes des entreprises. Et donc, on a ramené ces subventions au montant de la valeur ajoutée. Et qu'est-ce qu'on observe? Vous avez ici la Martinique, alors la somme des autres DOM, parce que l'étude avait été commandée comme ça, et puis la France hors Île-de-France. L'ensemble des entreprises et les branches. Qu'est-ce qu'on observe? En 2008, les subventions d'exploitation, c'est-à-dire l'action de la collectivité en faveur du secteur productif, représentaient 3,9% de la valeur ajoutée. En Martinique, 4,2% en Guadeloupe et 0,7%. Alors là, c'est 0,7% pour la France. 5 ans après, en 2012, 4,4% en Martinique, 2,9% dans les autres. Et comme je connais le détail des autres, je peux vous dire que c'est en Guadeloupe que ça a le plus baissé, et 0,9% hors Île-de-France. Alors, quand j'entends dire, dans les mêmes cénacles, que la région Guadeloupe, excuse-moi Catherine, hein, je prends ton discours s'il le faut, mais la région Guadeloupe agit beaucoup plus, intervient beaucoup plus en faveur des entreprises que ne le fait la région Martinique, je me marre. Alors, sachez que c'est une étude qui est assez pointue, qu'on va sortir peut-être au mois de juin. On commence à voir les premiers tableaux et on a vraiment décliné par branche et en particulier dans les 2 branches où les aides ont été les plus importantes, à savoir le secteur du transport et le secteur des services, parce que là-dedans, il y a le tourisme. Bon. On a de grosses surprises. Et les plus aidés ne sont pas vraiment ceux auxquels on pense. Mais bon, vous aurez le temps de voir ça. Voilà, merci beaucoup. À vous la parole maintenant. Oui, j'avais une question sur la fréquentation touristique. Est-ce que tu as des éléments de comparaison avec les autres pays de la Caraïbe? Parce qu'on dit qu'on n'est pas bon en ce qui concerne la fréquentation, qu'on n'est pas très bon en ce qui concerne les sommes qui sont dépensées par touristes chez nous. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison, d'abord sur la fréquentation globale dans les autres pays et sur les sommes qui sont dépensées dans ces pays? Alors, on va commencer par la fréquentation. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on raisonne en termes de nombre de touristes, soit on raisonne en termes de pourcentage par rapport à la population. Si on raisonne en termes de pourcentage par rapport à la population, on n'est pas bon. Très clairement, on n'est pas bon. Si on raisonne maintenant en termes de nombre de touristes, on est loin d'être aussi mauvais que les gens le disent. On n'est pas du tout dans le bas du panier. Mais nous avons un énorme problème. C'est que nous sommes quasiment une destination mono-fréquentée. 85% de nos clients viennent de la même destination. Ce sont des Français. OK? Donc, ce n'est pas un handicap en soi, mais il faut l'accepter comme étant une donnée de réflexion. On ne peut pas simplement, sachant qu'il y a cette particularité, plaquer les raisonnements comme trop souvent on le fait. Bon, il faut tenir compte de cette variable-là. Concernant la dépense maintenant, alors, il y a un chiffre qui circule depuis presque 20 ans, selon lequel, notamment les croisiéristes, quand ils arrivent en Martinique, ils dépensent 15 €. Alors, je sais que ce chiffre, à un moment, ce n'était pas des euros, c'était des francs. Il avait été élaboré à partir d'une enquête qui est très ancienne maintenant, et cette enquête n'a jamais été refaite. Et que ce chiffre, chaque année, il est augmenté de la valeur de l'inflation. Excusez-moi, c'est tout sauf un chiffre. C'est n'importe quoi. À tel point qu'avec le CMT, on réfléchit à mettre en place une nouvelle investigation sur ce domaine-là, mais nous avons estimé ce que représente la dépense générée pour l'arrivée d'un touriste de croisière à la Martinique.
et on est très largement au-dessus des 250 €. Sauf que les méthodes d'estimation étant très éloignées de la méthode d'enquête, on ne publiera pas ce chiffre de 250 €. Je vous le dis comme ça, mais on ne le publiera pas. On fera une enquête. Il y en a d'ailleurs une qui est en cours avec un organisme qui est mandaté par l'Organisation du tourisme de la Caraïbe, qui devrait produire ses résultats d'ici le mois d'octobre. Mais nous, à l'INSEP, avec le CMT, on fera un travail qui nous permettra de recaler un certain nombre de chiffres. Parce que beaucoup d'enquêtes qui donnent des informations sur le tourisme sont de vieilles enquêtes qu'on s'est contenté de faire vieillir au fil de l'eau. Alors, ce qu'il y a de gênant, c'est que ça donne des chiffres qui n'ont plus grande signification, mais qui sont repris dans toutes les publications nationales, internationales, en disant la Martinique, c'est ça. Mais ça n'a plus de sens. Non, je parle pour la croisière, mais c'est la même enquête, si tu veux, c'est à l'intérieur de la même enquête qu'on va faire le travail pour la croisière, pour les touristes de séjour et tout. Concernant les touristes de séjour, il y a un autre problème, c'est que on sait les mesurer, on sait les trouver quand ils vont à l'hôtel. Mais il y a 20 ans, 80% allaient à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est 35%. Aujourd'hui, les gens, ils vont chez l'habitant. Ce qui va générer, ce que disait notamment Daniel, des revenus qui ne seront pas forcément déclarés en tant que tels. C'est un autre problème, mais ce n'est pas si loin que ça. Donc, pour savoir exactement où on en est des performances de notre tourisme, il y a énormément de travail à faire. Ça a demandé des réflexions, ça va se mettre en place progressivement. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Oui. D'abord, merci de nous informer régulièrement, parce que c'est vrai que ça aide à mieux comprendre les choses. Est-ce qu'on a par contre le montant de la consommation des Martiniquais en matière de tourisme et en particulier de croisière? J'explique le pourquoi de ma question. Il semblerait qu'aujourd'hui, l'essentiel de l'épargne des Martiniquais se concentre à cette semaine de plaisir qu'ils peuvent avoir pour oublier ce pays. Et lorsque l'on sait que, oui, et lorsque l'on sait que certains s'offrent entre 2 et 3 croisières par an, est-ce qu'il ne faut pas chercher là aussi la baisse de la consommation de d'autres produits et se demander s'il n'y a pas une réflexion à avoir à ce niveau-là? Et est-ce que ce n'est pas aussi ce levier-là qui permet justement à la croisière de se développer dans la mesure où les Martiniquais étant de gros consommateurs, ça permet de remplir les bateaux? Alors, est-ce que ce sont les Martiniquais qui remplissent les bateaux? Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a un nombre conséquent de cabines et de plus en plus conséquent qui est occupé par des Martiniquais, effectivement. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de croisières basées en Martinique. Cela étant dit, oui, c'est vrai. Comment dire? C'est un peu compliqué de répondre directement à ça. Là encore, je me base sur des chiffres qui datent. Alors, ça date de 2001. C'est une étude que j'avais faite quand j'étais à l'INSEE avec Bruno Marquez, qui était à l'RDTM à l'époque. Et en fait, nous cherchions à mesurer les performances en termes de valeur ajoutée du secteur du tourisme. Et ce qu'on avait trouvé, c'est qu'à l'époque, le tourisme, 2001, le tourisme représentait 4,8 à 5% de la valeur ajoutée globale de la Martinique. Il n'y a pas si longtemps, il est tombé à moins de 2%. Mais je me souviens d'un résultat qui avait fait bondir de rage un certain nombre de responsables du tourisme à l'époque, je ne citerai pas leur nom, quand nous avions montré que la valeur ajoutée du tourisme à la Martinique était à 55% constituée par les dépenses des Martiniquais. C'est-à-dire que faut bien comprendre que, je ne sais pas si c'est pour oublier le pays, mais la volonté d'aller voir ailleurs
est intrinsèque de la mentalité martiniquaise. Et c'est vrai pour la croisière, parce que la croisière est à la mode maintenant. Mais rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, c'était Margarita. Hein. Et puis, il y en a eu d'autres. C'était la République dominicaine, c'était le Venezuela, c'était Panama, c'était le Canada. Enfin, partout où on peut aller dépenser son argent, on y va. Voilà quelqu'un qui sait de quoi je parle, parce que c'était lui le patron de l'RDTM à l'époque. Non. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a peut-être une contradiction de dire que 55% de la dépense et de la valeur ajoutée et, disons, des dépenses martiniquaises, et de dire en même temps qu'ils vont dépenser à l'extérieur. Parce que ce qu'il faut se dire, il y a 3 éléments que je voudrais souligner, c'est que premièrement, ça n'est pas du tout une maladie honteuse que le chiffre du tourisme soit généré localement. Dans tous les grands pays, aux États-Unis, partout, c'est comme ça que ça se fait. Le tourisme intérieur est celui qui rapporte le plus. Bon. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne les dépenses, effectivement, je vous rappelle l'étude que vous aviez faite avec Bruno, tout ça. La question de la dépense de la croisière est tout à fait marginale par rapport à la dépense du tourisme. Donc, quand on gonfle la croisière, ça ne fait même pas 2%, je vous rappelle, de la dépense touristique. Donc, bon. Et le troisième élément, c'est que, c'est pour répondre à la question de José, par contre, ça n'est pas, il est plus important qu'on calcule la dépense que la fréquentation. Par exemple, le marin, et, enfin, la plaisance, je dis le marin parce que c'est le principal, génère à peu près 40 000 peut-être, hein, mais génère un chiffre d'affaires beaucoup plus important que la croisière précisément. Voilà. Alors, merci. Juste une chose, en fait, quand je précise les 55%, et tu as tout à fait raison de le souligner, ça ne concernait pas simplement que les voyages à l'extérieur. Parce que le tourisme, c'est quand même un secteur qui est extrêmement vaste. Ça va de la consommation de taxis, les restaurants, enfin, les excursions. Regardez le nombre de clubs du 3e âge. Les gens sont tous crevés avant d'arriver dans un club du 3e âge. À partir de ce moment-là, ils gambadent sur les montagnes. Enfin bon, il n'y a aucun problème. Regardez le nombre d'associations et de clubs comme ça qui font vivre des professionnels du tourisme pratiquement tous les jours. C'est hyper important. Donc, quand on parle de tourisme, tu as tout à fait raison, il ne faut pas focaliser non plus sur un certain nombre de choses qui brillent, mais qui restent relativement marginales par rapport à l'ensemble. Oui. Donc, j'avoue, hein, j'ai pu me libérer pour être là. Je trouve extrêmement intéressant et c'est très bien aussi de nous donner cette vision. Alors, moi, je vais un petit peu plus loin par rapport à ce que vous avez indiqué sur 2015-2016, où effectivement, je comprends mieux la thématique, la question au départ. Est-ce que vous avez tenu compte de ce qui se passe actuellement dans la zone euro avec les nouveaux indicateurs de la Banque centrale européenne pour le rachat des titres, des dettes souveraines, tout ça? Est-ce que, puisque normalement, mécaniquement, l'inflation devrait repartir pour éviter la déflation, est-ce que dans vos projections, puisque nous sommes européens, même si nous sommes dans la Caraïbe, est-ce que vos estimations tiennent compte un peu de ça? Alors, nous tenons compte de ça en neutralisant en fait ce phénomène-là. Parce que la Banque centrale européenne ne rachète pas les dettes des collectivités. Ça, c'est le premier point. Donc, les collectivités qui se sont endettées en se disant que la Banque centrale européenne, eh ben bon. Alors, si en plus elles se sont endettées avec des emprunts toxiques, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Concernant l'inflation, moi je pense qu'il y a un niveau d'inflation chez nous au-dessous duquel on ne descendra pas. Tout simplement parce qu'il y a un volume d'importation suffisamment fort pour qu'on importe aussi l'inflation sur les produits qu'on importe. D'accord? Mais je veux dire qu'en dessous d'une barre que je place à peu près à 0,3-0,4%, on est en situation de déflation de fait en Martinique. Hein? Par contre, sur le tourisme, je pense qu'on aura quand même l'effet inverse compte tenu de la parité euro-dollar, parce que c'est 1,05 ces jours-ci, ou à mon avis, ça ne vaut pas le coup d'aller dans la Caraïbe.
Ça vaut pas trop le coup d'aller dans la Caraïbe puisque la parité euro-dollar aujourd'hui c'est plus en faveur de $. Donc c'est peut-être l'occasion pour le tourisme intérieur de revoir un peu les choses. Qui est-ce qui veut la parole? C'est-à-dire que quand tu vas à Sainte-Lucie, tu sais bien que tu achètes ta chemise à un autre prix. Et je crois très sincèrement que la façon dont les Martiniquais consomment aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont devenus plus intelligents. Je regarde par exemple comment ça se passe dans mon ménage. J'ai observé qu'il y a un certain nombre d'achats, notamment en matière de vêtements et compagnie, qui ne se font plus en Martinique, qui se font par Internet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a presque une carte. Mais oui, en plus, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsqu'on compare la chemise ou le pantalon ou les chaussures ou le vélo ou le truc, lorsqu'on le compare, on a l'impression de se faire entuber, quoi. Donc, il y a des commerçants qui, à mon sens, n'ont pas toujours été fair play, puis les gens d'autres systèmes d'achat, d'autres systèmes de consommation. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais payer plus cher aujourd'hui quelque chose que je peux avoir dans les 48 heures moins cher, par exemple. Oui, bonsoir. Une question que je me pose, je me demande quelle est la marge de manœuvre des institutions martiniquaises en matière de macroéconomie, un pays dominé. Donc, c'est cette question que je me pose. Oui. Parmi les autres questions. Alors, je vais vous répondre très franchement. En pays dominé, la marge de manœuvre intellectuelle, c'est-à-dire pour la réflexion, elle est de 4000%. La marge de manœuvre effective, elle est de moins l'infini %. C'est tout. Vous savez, dans un pays, il n'y a de marge de manœuvre que quand on contrôle sa monnaie. La France elle-même n'a plus de marge de manœuvre. La preuve, c'est Merkel qui dirige. En partie, oui. Non. Plus généralement, d'abord, je tiens à féliciter pour l'exposé, la clarté et tout. Comme j'aime critiquer, je vais toujours mettre un petit bémol. Les commentaires sur les autres qui dénoncent, ça affaiblissait l'impact d'après moi. Puisqu'on allait tirer nous-mêmes les conclusions. Mais enfin bref, c'est une parenthèse pour te taquiner. Plus sérieusement, ce qui ressort de tout ce que tu as dit, c'est que nous allons dans le mur au niveau international, au niveau régional et ici avec toutes les incertitudes. Alors, que faire? Moi, je crois que ce que Daniel Marceline disait, il y a une bonne partie où je la rejoins, nous sommes capables de trouver des réponses si nous avons un projet collectif. C'est clair, c'est net. Maintenant, ça demande qu'on abandonne certaines pratiques de cancan inutiles, d'accord? Mais ça demande surtout qu'on refonde nos idéologies. Et notamment, c'est la première partie de son exposé, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais c'est une amie, je peux le dire. Il ne faut pas caricaturer. De tout temps, de toute l'histoire, ce n'est pas le privé qui a osé se sacrifier, qui a développé l'économie. Ça existe aussi, mais la richesse agricole, par exemple, de la France, qui fait qu'aujourd'hui elle est une puissance, c'est parce que les féodaux avaient les serfs à disposition. Et bon, vous êtes assez intelligent pour continuer le raisonnement. Je crois que autant il faut rejeter les illusions des régimes totalitaires, tout est planifié, nier l'initiative humaine individuelle, ceux qui investissent, autant il faut en finir avec cette histoire. C'est le privé, l'homme, il faut lui donner, il faut l'investir, ils vont créer des emplois. C'est pas vrai. Il y a des entrepreneurs tout à fait corrects, sérieux, qui font le choix d'une économie coopérative, solidaire, responsable. Il y en a même qui sont tout à fait capitalistes, mais qui sont tout humains, qui investissent, qui respectent leurs employés, qui paient des salaires, etc. Et puis il y en a d'autres qui vont investir pour avoir tout de suite de l'argent. Et ce qui est grave au niveau international, c'est que c'est cette frange de l'économie spéculative qui mène le monde. Donc,
on laisse cet aspect négatif. Est-ce que nous sommes capables, dans ce pays, de dire, oui, toi l'investisseur, toi le salarié, toi l'agriculteur, asseyons-nous ensemble pour voir quel projet collectif qui peut nous déconnecter de cet engrenage fou qui va tous nous mener à la catastrophe. Donc c'est la remarque que je voulais faire. Avec un corollaire peut-être, c'est que s'il n'y a pas du résultat et du produit dans la création individuelle capitalistique de cet ordre-là, il n'y aura pas les impôts pour payer les gens qui analysent le résultat. Donc il faut un moment ou un autre, c'est pas le privé qui peut faire mener le monde, mais c'est souvent le public qui l'a coulé. Vous permettez qu'on fasse notre petit coco? Parce que si monsieur l'industriel met des gens au chômage, exploite et tire des marges formidables, c'est pas ça qui va sauver le pays. Et d'autre part, il y a toute une partie de l'économie qui ne peut être que solidaire parce que le chef d'entreprise aura besoin des services publics de sécurité pour protéger ses enfants qui viennent raqueter à l'école, etc. Vous avez tout compris. Donc, il faut arriver à arrêter avec les positionnements, les postures idéologiques qui ont fait tant de mal à toutes les sociétés sans exception pour créer de nouveaux rapports qui respectent l'initiative individuelle citoyenne, respectueuse de l'environnement, et puis, bien entendu, celui qui porte sa force de travail, etc. Mais je crois que ça peut exister, c'est de là qu'on pourra résoudre l'essentiel des problèmes. Oui, je suis d'accord avec Robert sur l'aspect caricatural d'une certaine vision et en particulier d'une micro-société comme celle de la Martinique. Et j'ai envie de dire que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est qu'il y a un moment donné où il y a des éléments du public qui ont pris le relais. 1960, quand les usiniers fermaient tout, eh bien, ils ont trouvé Aimé Césaire, ils ont trouvé les mairies, ils ont trouvé, hélas, le Bumidum, mais ils ont trouvé, en tout cas, une main publique pour tendre et qui a fait, par exemple, pour prendre une mairie que je connais bien, la ville de Fort-de-France, avoir jusqu'à 4900 salariés, même si on n'avait pas besoin d'autant de bras. Mais c'est bien parce qu'à un moment donné, eh bien, le public a assumé ce que le privé ne pouvait pas assumer, parce que le virage a été mal amorcé. Il y a peut-être des nostalgies aussi, des bas de bilan à une certaine époque où on n'acceptait pas de perdre un franc de plus. Et il fallait donc plutôt fermer que de continuer de se sacrifier. Et donc, il faut pas, je suis d'accord avec lui, il ne faut pas qu'on tombe dans la caricature qu'il n'y a que le privé qui va sauver le monde. L'un et l'autre sont très solidaires et à certains moments, heureusement qu'il y a eu la puissance publique. Heureusement. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, pour revenir aux statistiques, au niveau national, on a fait une corrélation entre le taux de croissance et l'emploi. Au niveau national, on fait cette corrélation en permanence entre le taux de croissance et l'emploi. C'est notre problème ici. Hein, il nous faut inverser, n'est-ce pas, si je comprends bien, les deux courbes. Alors, est-ce qu'on a une idée du taux de croissance qui pourrait permettre de repartir sur une croissance de l'emploi? Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit traditionnellement que pour créer de l'emploi, il faut que le taux de croissance soit d'au moins 1,5%. Ça, c'est au niveau français. Le problème, c'est que ce n'est pas un chiffre fixe quand on voit la sous-utilisation des capacités de production. Or, nous sommes ici dans un contexte où les capacités de production qui existent sont largement sous-utilisées, tout simplement parce que pendant de très nombreuses années, et c'est un phénomène qui a nourri la croissance, les entreprises ont surinvesti. Donc, aujourd'hui, je ne connais pas le taux de croissance qu'il faudrait pour pouvoir développer l'emploi, d'autant que l'emploi qui se développe aujourd'hui, c'est un emploi de service. C'est un emploi de service. Et c'est un emploi de service qui se développe dans les services non marchands. Donc, à la limite, c'est un emploi qui est à la charge de la collectivité, qui a besoin de la croissance pour pouvoir les financer. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Hein? C'est très compliqué. Oui, je voulais juste compléter dans le débat par rapport à l'initiative privée, la part publique. De toute façon, sur une économie comme celle de la Martinique, tout se tient.
de toute façon. Ça, c'est une certitude absolue. Et que, notamment du fait du tissu des entreprises en Martinique, qu'elles soient du monde de l'économie sociale et solidaire ou qu'elles soient du privé, on reste sur de la petite taille, c'est-à-dire y compris sur des choses, je dirais pas qui se passent en famille, mais pas si loin de ça, quoi, hein. Et donc où il y a des solidarités qui existent. Et c'est évident que ça ne pourra être que ça. Si nous, on se bat très souvent, au titre de la CGPME, si on se bat sur justement le fait d'être sur l'entreprise patrimoniale, c'est-à-dire les gens qui investissent leur... c'est pas de l'argent d'ailleurs, c'est bien de son propre argent et en travaillant avec dans un cercle relativement proche la plupart du temps, c'est bien pour ça. C'est bien parce que de toute façon, c'est ce qui peut porter demain matin. Et c'est là, tous ensemble. Donc opposer à la fois du public, du privé, du solidaire, ça ne signifie pas grand-chose, surtout pas à l'échelle de la Martinique. C'est ensemble qu'on a, mais le vrai débat qui est une vraie problématique, moins 7 000, moins 10 000, moins 20 000 personnes, c'est un vrai drame pour tout le monde. Oui. Donc moi, je suis nouveau à la Martinique. Ça m'a bien plu la présentation, mais j'avais juste une question en fait. Ah, c'est moi qui l'ai. J'avais juste une question en fait. C'est est-ce que après une présentation comme ça, est-ce que vous avez une ou deux préconisations, des axes sur lesquels il faudrait travailler pour essayer plus ou moins de, non pas de s'en sortir, mais de rester la tête... Voilà. En fait, il y a toutes les solutions possibles. Mais je crois que ce soir, on a quand même eu un gros avantage, c'est que deux personnes différentes et d'opinions pas forcément identiques ont tracé la voie. Tu l'as fait, Daniel l'a fait, en fait. Et vous avez parfaitement résumé en disant que dans le contexte où nous sommes, tout le monde se tient. On est dans le même bateau. Et je crois que moi, ce qui m'interpelle, finalement, c'est que tout le monde est d'accord sur ce diagnostic. Mais dans le concret, dans la pratique, il y a tellement peu de volonté réelle de faire ensemble. C'est ça le problème. Moi, je rencontre plein de gens qui ont envie de faire. Plein. À une conférence de conjoncture, il y a même un chef d'entreprise qui se plaignait du fait de ne pas être aidé. Mais quand on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'ouvrait pas son capital, il nous a dit tout de suite que c'était son idée, son affaire et que c'était... Voilà. Ça participe aussi de la difficulté dans laquelle nous sommes. Tant qu'on n'aura pas franchi cette étape psychologique qui consiste à se dire que où tout le monde s'en sort, où personne ne s'en sort, eh ben, on n'avancera pas.